Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode d'Onde Mentale, votre rendez-vous bimensuel pour explorer les coulisses de votre cerveau. On se retrouve comme chaque mardi et vendredi à 12h15 pour décortiquer ensemble les mécanismes de la psychologie, du mentalisme et des thérapies brèves. Si vous nous rejoignez pour la première fois, installez-vous confortablement. Si vous avez des questions, posez-le durant le live, j'y répondrai en fin d'épisode. Si vous l'écoutez en replay, laissez un commentaire, envoyez-moi un MP, j'y répondrai au début du prochain épisode. Aujourd'hui, on va voir les biais cognitifs. On va les regarder à travers le prisme de la théorie constructiviste. L'idée centrale, elle est assez simple, et elle va, peut-être bousculer un sentiment un peu particulier, c'est que votre cerveau, il voit pas le monde, il le prédit. Le cerveau constructiviste, on l'a vu l'épisode précédemment. Je vais faire un rapide, récap, puisque comme c'est basé sur la même chose, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion, en fait, de l'écouter encore, et je vous conseille, écoutez-le, vous nous retrouverez de toute façon. Tous les replays sur Spotify, Apple Podcast et sur YouTube aussi, n'hésitez pas. En général, ils sont accessibles, dans la journée où le live a eu lieu, au pire le lendemain matin. Le principe même du cerveau constructiviste, en fait, c'est que il fonctionne selon une hiérarchie de prédiction. Il y a 2 processus, en fait, qui sont, à l'œuvre dans cette théorie. Le premier qui s'appelle le processus top-down, on va appeler descendant, qui lui va être basé sur nos croyances, nos souvenirs, nos attentes. Et en fait, c'est ce processus qui va créer une prédiction de ce qui va se passer en fonction du contexte, du choix qu'on a à faire, de l'événement ou autre. Et il va être comparé à un autre processus qui s'appelle le bottom-up ou ascendant en français. En fait, c'est ce processus ascendant, c'est tout simplement tous nos sens qui remontent pour confirmer la prédiction faite par le premier ou pour, complètement créer ce qu'on appelle une erreur de prédiction et moduler, créer un apprentissage ou en tout cas moduler au travers de cette expérience les prochaines prédictions qui auront lieu. Pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi ça crée des biais? En fait, si le cerveau il devait traiter, heu chaque seconde ou chaque milliseconde, la totalité des informations comme des nouveautés totales, en fait, ça consommerait une énergie colossale. En fait, le cerveau, il pourrait pas du tout gérer, la quantité d'informations et surtout l'énergie afférente. Pour être efficace, il va privilégier, en fait, des raccourcis, des espèces de modèles internes au détriment des données réelles qui pourraient attraper. C'est-à-dire qu'il va toujours prioriser le modèle descendant au modèle ascendant. Et dans certains cas, dans de rares cas, et on l'a déjà, abordé dans le deuxième épisode, ce modèle ascendant prend beaucoup moins de place, que ce qu'il faudrait et donc du coup a peu d'impact en fait, sur la prédiction. Et ça peut créer justement des problématiques. Par exemple, dans le biais de confirmation. Le biais de confirmation, qui est un biais, assez, classique, c'est l'exemple le plus pur, qu'on peut, utiliser pour le constructivisme, puisque le cerveau, il va chercher à minimiser l'erreur de prédiction. Il va naturellement filtrer ou en tout cas ignorer les données qui vont contredire son modèle interne. Je ne sais pas, par exemple, imaginez que, vous êtes persuadé, vous avez cette croyance forte que la Terre est plate. Heu, on pourra vous fournir tous les contre-arguments, tous les exemples que l'on voudra. De toute façon, votre cerveau prendra toujours en considération les choses qui vont aller dans son sens, c'est-à-dire dans le sens de la Terre plate, et mettra de côté toutes les autres informations. C'est ça le biais de confirmation. C'est ça le biais de confirmation. En gros, dans l'idée, le cerveau, il va accorder un poids très, très faible aux informations discordantes. C'est un peu comme si il le traitait comme un bruit d'ensemble, un bruit négligeable, plutôt que comme véritablement des informations concrètes et des preuves mmh, pertinentes, on va dire, de l'invalidité, en fait, du modèle qu'il a créé lui-même. C'est ça le biais de confirmation au travers du constructivisme. On a un autre biais aussi qui est assez intéressant, c'est le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est quand on vous donne une information, vous le voyez par exemple sur les sites comme, Temu, Wish ou, des sites comme ça, où vous avez un prix qui est barré, qui va servir de prix de référence et en dessous on vous donne un deuxième prix. Bah, cette première information, lors d'un biais d'ancrage, ça va être l'information source, l'information, sur laquelle le cerveau il va se baser. C'est-à-dire qu'il va pas partir du principe et il va pas réfléchir plus loin. On lui donne une information, ça lui donne beaucoup moins, ça lui demande beaucoup moins d'énergie, en fait, de la prendre telle quelle que de réfléchir, de prendre du recul et de se dire: «Mais cette information, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est justifiée, et est-ce que c'est vraiment une bonne base pour la réflexion?»
Et en fait, ce biais d'ancrage, c'est un peu comme, si ce processus ascendant, vous savez, le processus bottom-up, celui qui nous permet de récupérer les informations au travers de nos sens, c'est un peu comme si la première information qu'on lui donnait devenait de base, une espèce de vérité ou une espèce de source, immuable, en tout cas, pendant un court temps. Ce qui pose forcément relativement problème puisque, toutes les interprétations, enfin toutes les informations qui vont, suivre cette première information, elles vont être comparées relativement à cette encre, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un peu le problème quand on a, un débat ou quand on discute avec quelqu'un et que la personne va nous sortir une information, en public évidemment, une information juste ou fausse d'ailleurs. Tout le débat va se baser sur cette information qui a été donnée. Est-ce que c'était pertinent? Pas forcément. Est-ce que l'information en elle-même était justifiée ou était-elle juste? Pas forcément. Mais on va se baser sur cette information-là. Le biais d'ancrage, en fait, c'est un biais qui est beaucoup utilisé, surtout dans le domaine marketing, pour nous pousser à croire que, le prix est plus intéressant et qu'on fait une bonne affaire, qu'on arrive à faire une offre ou des choses comme ça. Et aussi dans le domaine politique. Quand vous avez un homme politique qui vous sort des chiffres ou quoi que ce soit sans aucune source, sans aucune, comment dire? Sans aucune, manière de pouvoir contrôler, en fait, le chiffre en lui-même. Souvent dans les discours ou dans les prises de parole, le tout se fait dans la foulée. On n'a pas le temps forcément de revérifier les informations et bah, forcément le discours va se baser sur ces chiffres-là et tout ce que vous pourrez dire après, sauf à démontrer, heu, explicitement, heu, élément par élément et en prenant un temps fou pour démonter cette information-là, c'est du temps que vous aurez en moins pour de toute façon contrebalancer, le discours ou contrebalancer en fait, l'argument qui a été porté par la personne. C'est un biais qui est extrêmement fort et c'est un biais qui est très pernicieux quand on sait l'utiliser. On a un autre biais aussi, un peu particulier celui-là, naturellement, enfin dans le langage courant, on l'appelle les stéréotypes, en fait, mais c'est ce qu'on appelle le biais d'implicite, nous. Les stéréotypes, c'est des modèles, prédictifs bien sûr, mais très généralistes, que le cerveau a construit généralement pour catégoriser en fait, son environnement social. Vous savez, le stéréotype, punk à chien, le stéréotype, du, motard, barbu par exemple, le stéréotype, la demoiselle, un peu Barbie, et ainsi de suite. Tous ces stéréotypes-là ont été conçus, en fait, pour pouvoir prendre des raccourcis par le cerveau, pour catégoriser directement et rapidement, en fait, les gens qui vont nous entourer. Alors, c'est pas le fait de créer des stéréotypes ou de les utiliser qui pose problème dans ce cas-là, c'est juste qu'en fait, c'est très réducteur vis-à-vis d'une personne, évidemment, parce que bien souvent, les stéréotypes sont basés sur des choses sur de l'image, rarement sur des choses qui sont vraiment, complètement, factuelles, heu et le problème, en fait, c'est que la plupart des détails spécifiques à la personne, quand je parle de détails, je parle de choses qu'on ne repère pas forcément tout de suite. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'évidemment ça colle pas dans un stéréotype particulier. C'est vraiment des très grandes bases. Alors pourquoi le cerveau fait ça? Encore une fois, ça lui permet d'économiser énormément, d'énergie. Quand vous êtes face à un groupe, vous aurez tendance à très rapidement, stéréotyper et à stigmatiser, en fait, les gens. C'est un peu le principe c'est un des éléments marquants chez une personne qui va vous permettre de le reconnaître assez facilement. Un autre, biais, qui s'appelle l'effet de halo. Alors ce biais, il est un peu particulier, en fait. En général, il se produit quand vous avez une impression générale d'une personne qui influence votre perception de traits qui vont lui être spécifiques. Je vous donne un exemple. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux et que vous avez ces photos d'hommes ou de femmes qui sont, très bien bâtis, qui sont très beaux, et qui se présentent avec du sourire, dans des environnements, toujours somptueux, dans des musées et choses comme ça.
Eh bien, le fait que vous la trouviez belle, ou beau, va vous pousser aussi à la trouver peut-être plus gentille que d'habitude, plus intelligente ou lui porter des traits caractéristiques qui sont en rapport avec sa beauté. Quand je dis avec sa beauté, c'est-à-dire que comme elle a une grande beauté, elle aura d'autres traits pour créer une espèce de canevas cohérent de sa personne. C'est un phénomène qu'on rencontre très souvent sur les réseaux sociaux où les personnes sont, très souvent perçues par leur communauté comme ayant plein de qualités. Heu, Vous voyez par exemple votre youtubeur préféré, qui est plutôt beau gosse, qui fait des blagues, qui est sympa, qui rigole et qui a du succès sur tout ce qu'il va faire. Forcément, vous allez lui attribuer des qualités folles, comme quelqu'un d'organisé, comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un certainement qui gagne bien sa vie et ainsi de suite. Alors qu'en fait, on n'en sait rien. C'est pas au travers de vidéos comme ça et au travers d'éléments très, petits concernant la personne qu'on va complètement, modéliser et connaître une personne. C'est pas le cas. L'explication au travers de ça par rapport à la théorie constructiviste, c'est que le cerveau, en fait, il déteste l'ambiguïté et la contradiction. Donc, comme lui, son but, c'est d'essayer de minimiser au maximum l'effort et de conserver au maximum l'énergie qui lui est allouée, il va construire un modèle de la personne qui est ce qu'on appelle monolithique. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur une qualité présente, bien là, indéniable, et il va construire tout le reste de sa perception au travers de cette qualité-là, tout en gardant le plus possible cette cohérence vis-à-vis de cette très grande qualité. Alors que vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui est magnifique et qui va être bête comme ses pieds ou qui va être une horrible personne. Et pourtant, si vous regardez régulièrement des vidéos, des choses comme ça, et si vous ne vous renseignez pas sur la personne, ça vous donne cet effet de halo. Alors, loin de moi l'idée, d'attaquer, une personne en particulier, mais vous le voyez sur les réseaux sociaux aujourd'hui dans le domaine politique encore une fois. Quand vous avez des gens qui sont plutôt beaux gosses, et que vous les voyez sur leurs vidéos, qui présentent leurs idées, avec sympathie, avec beaucoup d'humour, vous leur apportez des qualités qui sont forcément, indéniables et présentes au-delà même de ce qu'ils peuvent, présenter comme image. D'accord. Maintenant, si on se renseigne sur la personne, si on se renseigne sur ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut dire, ses idéologies et autres, bah, des fois, en fait, on peut se rendre compte qu'il y a une problématique, derrière, en fait. Et cet effet de halo, il est pour pouvoir éviter de tomber dedans, il est important quand on apporte du crédit à quelqu'un ou en tout cas quand la personne nous plaît, pas que physiquement, nous plaît aussi au travers de ce qu'elle propose ou des choses comme ça. Toujours aller se renseigner un minimum sur qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle apporte et ainsi de suite, pour justement avoir une vision la plus concrète possible et la plus, globale, précise et non pas, baser notre état d'esprit sur une caractéristique importante. On prend si vous voulez un exemple bien concret, on le voit aujourd'hui par exemple avec Jordan Bardella. Jordan Bardella qui est plutôt beau gosse, qui s'exprime correctement. Si on regarde ses vidéos, si on regarde, les dernières actualités, on voit quelqu'un qui est plutôt beau gosse, qui s'habille bien, qui présente bien, qui sort avec une princesse, donc on pourrait lui appliquer énormément de qualités derrière. Oui, mais si vous vous renseignez sur la personne, que vous vous renseignez sur ses idéologies politiques, sur ses faits d'armes, sur ce qu'il a pu faire, sur les choses qu'il a pu, accomplir, en fait, au fil de sa vie, peut-être que, cette vision des choses, va changer ou pas. C'est possible. La même chose, par exemple, pour un de vos youtubeurs préférés, tiens, je vais en prendre un au hasard, un qui est connu, Amixem, par exemple, qui fait des vidéos où, il travaille avec ses collaborateurs dans la bonne entente, la bonne humeur, il y a beaucoup de rire, on rigole et autres. Maintenant, est-ce qu'Amixem est vraiment comme ça dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'Amixem est, intelligent, est, généreux et autres? Ça, c'est pas au travers de ces vidéos que vous pouvez le savoir. Encore une fois, je n'apporte aucun jugement, j'émets juste une pose une question, et la seule façon de le savoir, c'est de se renseigner sur ce qui potentiellement il pourrait faire, ne pas faire et ainsi de suite. L'effet de halo est vraiment quelque chose de très, présent, encore une fois, sur les réseaux sociaux et de très préoccupant puisqu'en fait, on se base de plus en plus sur des images et sur ce que les gens peuvent
nous faire, vivre au travers de ces images alors que évidemment que c'est pas la vie de tous les jours, que tout est contrôlé à l'extrême, que ce soit les vidéos, que ce soit les photos, que le cadre pour avoir une belle photo, qu'elle soit balancée sur Instagram, même si, vous en avez 10, il y en a peut-être 200 qui ont été prises, en fait, pour en avoir 10 qui sont potables, qui sont correctes et qui racontent une histoire. Posez-vous toujours la question, heu, quand vous avez un doute ou même quand vous n'en avez pas, sur quoi je me base pour appliquer ces, compétences-là? Si vous voyez une personne et que vous vous dites: «Il doit être très intelligent», sur quoi vous vous basez? Est-ce que c'est sur quelque chose qu'il a dit? Est-ce que c'est sur quelque chose qu'il a fait? Une action de sa part? Ou est-ce que c'est juste un jugement personnel? Ça commence par là, de la remise en cause des biais. L'effet de halo, en fait, le mécanisme, il est extrêmement simple, hein. Heu, le cerveau, il va prédire que la plupart des caractéristiques qui composent la personne, vont être positives puisque celles que vous connaissez, sont extrêmement positives. Et si jamais vous rencontrez une information neutre, par exemple, je sais pas moi, je prends l'exemple de Jordan Bardella, qui va sortir, une phrase, qui n'est ni intelligente, ni bête. Vous allez forcément lui appliquer, une interprétation ou en tout cas une appréciation positive au travers des appréciations positives que vous avez déjà de cette personne. Sachez que l'effet de halo fonctionne aussi à l'inverse. Si vous avez une appréciation extrêmement négative d'une personne, soit parce qu'elle est extrêmement laide, je ne sais pas, soit parce que, elle est, extrêmement bête ou qu'elle a fait des choses, terribles, vous allez forcément lui appliquer d'autres caractéristiques, négatives sur les autres traits, en fait, de sa personnalité. Il faut le savoir. C'est-à-dire que là, je donne l'exemple positif, mais ça fonctionne aussi, dans le négatif. Donc c'est ne vous arrêtez jamais sur une première impression, ne vous arrêtez jamais sur une impression même très forte, surtout pas si elle est très forte. Prenez toujours le temps, d'aller un petit peu plus loin et de fouiller parce que vous risqueriez d'être surpris et de pouvoir, revoir légèrement votre jugement, voire même, profondément. Un autre biais que j'aime, énormément, c'est le biais de disponibilité. Alors le biais de disponibilité, c'est la tendance à juger de la fréquence ou de la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle, des exemples vont vous venir à l'esprit. Par exemple, si je vous pose la question, toute simple de, heu, si vous deviez choisir un endroit où vous avez le peur d'avoir le plus d'accidents, naturellement, comme ça, en disant, c'est avec quel moyen de transport, vous, avez le plus peur d'avoir un accident? Il y a de très grandes chances que vous me citiez l'avion. Pourquoi? Parce que on se rappelle beaucoup plus facilement d'un accident d'avion qui, en général, a un impact beaucoup plus important, qui soit perçu comme un impact réel, hein, souvent, quand il y a un accident d'avion, quand il y a un crash d'avion, c'est quand même des centaines de morts, ou en tout cas des centaines de blessés. C'est des choses qui font la une, ça prend énormément de place, alors que statistiquement, c'est quand même le moyen de transport le plus sûr existant et c'est celui qui amène le moins d'accidents. Vous allez pas forcément me sortir un accident de train, par exemple, parce que les accidents de train, c'est pareil, c'est extrêmement peu fréquent. Et puis même si un accident de train, on se projette oui, on peut être blessé, mais on se projette beaucoup moins sur la mort. Là où vous avez beaucoup plus de chances et beaucoup plus de risques d'être blessé lors d'un accident de voiture, et pourtant c'est pas la chose que vous allez, auquel vous allez, penser en premier. Encore moins un accident de vélo, par exemple, ou des choses, un accident de bus parce que ce sont des informations qui vont pas forcément vous remonter, aussi facilement que d'autres. En fait, pour le cerveau, la vérité, on va dire, sa vérité en tout cas, elle va être, corrélée, elle va être vraiment extrêmement proche de la force de ce qu'on appelle la trace synaptique. La trace synaptique, c'est que plus une information, elle va être importante et elle va laisser une trace, et plus le cerveau va avoir tendance à s'en servir pour construire sa prédiction. Alors,
Évidemment que cette trace synaptique, elle peut être renforcée par, des expériences qui vont être répétées ou elle peut même être en place dès la première expérience. C'est ce qui explique en partie pourquoi lorsque l'on vit un trauma extrêmement fort, on a une reviviscence en fait du trauma, à certains éléments, parce que notre cerveau a eu une erreur de prédiction extrêmement folle sur le moment, ça lui a laissé une trace synaptique très, très puissante, très, très forte et donc du coup, le moindre petit élément, qui pourrait s'en rapprocher, qui pourrait faire appel au souvenir de ce trauma, va le rappeler systématiquement et va vous faire, revivre, l'événement et tout ce qui s'ensuit, puisque le cerveau se dit: «Attention, je prédis qu'il va se passer quelque chose». La problématique dans le cas du trauma, c'est que il va pas savoir quoi prédire exactement. Heu, J'y reviendrai, je pense qu'on fera un épisode sur le trauma spécifiquement, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant pour comprendre aussi le fonctionnement du cerveau. Mais en gros, le biais de dysmodibilité et le trauma sont, assez proches en soi. Alors attention quand je dis assez proches, heu, restons raisonnables. C'est-à-dire que le trauma évidemment laisse une trace, terrible et puis, ça reste quelque chose qu'il faut corriger par la suite. Le biais de disponibilité est quelque chose que l'on vit, dans la vie de tous les jours et qui n'a pas forcément des conséquences folles, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Le mécanisme en fait, il est, comme je vous l'ai dit assez simple, hein. Si une information récente ou en tout cas émotionnellement forte est la plus accessible dans le modèle interne, dans la construction de notre cerveau, et ben le cerveau, il va faciliter l'accès, en fait, à cette information et c'est celle qu'il va utiliser en priorité pour, prédire, pour construire, en fait, ce qui risque de se passer. En gros, dans sa tête, dans le cerveau, il doit se dire, hein, quelque chose comme, «Si je peux le construire facilement dans mon imagination, c'est que ça doit être fréquent dans la réalité», en fait. C'est-à-dire que si on a plus de facilité à se projeter sur cette construction, c'est que pour le cerveau, s'il y a plus de probabilités, il y a plus de chances que ça puisse arriver. Puisque je vous rappelle que cette construction fait aussi appel à nos expériences et plus elle se répète, plus elle se renforce. Donc lui, s'il arrive à se projeter, c'est que pour lui, il l'a suffisamment vécu ou en tout cas vécu un nombre de fois, très important et donc qu'il y a des chances que ça se reproduise, ce qui est pas forcément le cas. Un dernier exemple de biais cognitif, et j'ai gardé celui-là pour la fin parce qu'il est un peu particulier. C'est un biais dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est le biais de l'angle mort. Le biais de l'angle mort, c'est le fait de percevoir plus facilement les biais cognitifs chez les autres que chez soi-même. Heu En fait, c'est assez étonnant, mais notre cerveau, il construit en permanence le monde et la perception du monde que l'on a. Mais malgré la construction enfin, malgré le fait qu'il le construise, il n'a pas véritablement accès au chantier de construction, si vous voulez. C'est-à-dire que le cerveau construit, la perception du monde, construit, ses prédictions, construit, toutes ses informations, mais c'est un peu comme s'il était aveugle sur sa méthode et sa manière de le construire. Et donc du coup, bah, forcément, on voit pas nos propres biais, on voit pas nos propres «défauts de construction» entre guillemets, mais on les perçoit beaucoup plus facilement chez les autres. Heu, En fait, c'est un peu comme si le modèle qu'on a de notre monde, c'était notre réalité directe. C'est-à-dire que le cerveau construit tellement la perception qu'on a du monde que pour lui, c'est une réalité concrète qui construit. Rappelez-vous la phrase que j'ai déjà dite et que je vais vous redire aujourd'hui. On voit le monde tel que l'on est et pas tel qu'il est. C'est-à-dire que on voit le monde tel que on l'a construit. Mais le problème, c'est que, on appelle ça aussi le réalisme naïf. euh, on le prend comme une réalité directe, alors qu'en fait, pas forcément et pas du tout. Ce qui explique pourquoi, à certains moments, quand on ne fait pas attention à certaines informations, quand on donne trop de place à la prédiction, ce qui est le principe des biais, on en oublie évidemment, certaines informations et on oublie des fois, de réguler ou en tout cas de pondérer le résultat. En fait, notre cerveau, il construit notre propre logique et il la construit de manière fluide et pour lui sans erreur de prédiction. En tout cas pour nous, on n'a pas d'erreur de prédiction, on ne peut pas faire d'erreur de prédiction. Même s'il se met à jour, en fait, pour lui, une fois que la mise à jour elle a été faite, la prochaine prédiction contenant la mise à jour,
sera pour lui la prédiction qu'il aura toujours faite. C'est-à-dire que chaque mise à jour écrase l'information précédente et donc du coup, c'est comme si elle n'avait jamais existé auparavant. Ce qui peut expliquer des fois des comportements qui peuvent nous sembler incohérents aux yeux extérieurs, mais pas à la personne elle-même puisqu'elle n'en a pas conscience. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, pardon, excusez-moi. J'y répondrai, par la suite et on va évidemment l'aborder. Très bonne question d'ailleurs. Merci beaucoup, Mrs B pour cette question. Et donc on a l'impression d'être objectif en permanence, si vous voulez. Par contre, quand on observe quelqu'un d'autre, bah, on voit bien l'écart de construction qu'il y a entre la nôtre et la sienne et on voit bien aussi les incohérences dans son comportement ou autre. D'accord? En gros, pour conclure sur ce sujet-là et je répondrai après aux questions. Heu, pour la théorie constructiviste, en fait, les biais cognitifs, c'est un peu un prix à payer pour avoir une réponse rapide, c'est-à-dire que pour avoir la meilleure vitesse possible et pour économiser au maximum notre énergie. Là où on entend souvent que les biais cognitifs, en fait, sont des bugs de notre cerveau, moi j'appellerais pas ça un bug, j'appellerais plutôt ça un raccourci. C'est un peu comme l'électricité, la loi du moindre effort. Notre cerveau, il a une quantité d'énergie à comment dire? À distribuer en fonction de tout ce qu'il a à mettre en place et son but ultime, c'est en permanence de faire en sorte que l'on, conserve un maximum d'énergie ou en tout cas qu'on en dépense le moins possible et donc le fait d'avoir ces constructions préétablies ne demande quasiment pas d'énergie pour le cerveau pour les ressortir et pour créer des prédictions. Puisque ce sont des informations qu'il a déjà en lui. Il n'a pas besoin, de faire de calculs complexes, d'inférences, entre, la perception, la construction, la prédiction, on va dire et les informations qui remontent, il n'a pas besoin de les croiser et de faire de mise à jour pour après prendre une décision. En tout cas, dans certains moments et certains contextes. Et donc, du coup, en fait, ces biais cognitifs, c'est un petit peu le prix à payer de ce fonctionnement-là. Mais, et pour répondre en partie à la question qui était, y a-t-il un moyen d'enrayer l'engagement dans un de ces biais pour éviter ce genre d'erreur? Eh ben, en fait, oui, évidemment qu'il y a un moyen, c'est de prendre le temps. Notre cerveau, il veut aller vite. Il veut économiser de l'énergie. Quand vous avez la possibilité de prendre le temps de vous poser et non pas de trouver ou en tout cas de donner une réponse tout de suite ou de faire un choix tout de suite, et ben vous verrez que ce biais, en fait, dans le temps, ils ont tendance à diminuer. À diminuer pourquoi? Parce que plus on va prendre le temps, plus on va faire attention aux informations, au processus ascendant, aux informations que l'on perçoit, qui remontent et qui vont pouvoir Heu, bah, du coup, inférer, modeler, modifier notre prédiction, créer potentiellement une erreur de prédiction si c'est nécessaire et changer en fait notre comportement, notre conclusion, ou en tout cas notre perception du monde. Heu, 1 élément, prendre le temps. Le deuxième, c'est se poser la question, non pas de, quelle est la réponse au choix ou à ce qu'on veut mettre en place, mais plutôt de se poser la question sur quoi on se base pour conclure ou pour prendre cet élément. Tiens, imaginons que, on va partir sur les prix. Vous êtes, sur internet, vous avez besoin je sais pas, un vélo. Vous arrivez sur un site où vous avez un vélo qui est à 1 500 € barré 900 € en dessous. Une économie de 600 €, 600 € sur, 1 900, c'est plutôt pas mal, ça fait à peu près moins 30. Donc, vous dites: «Ah, c'est une super offre, c'est une super économie». Ah, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement ne pas tomber entre guillemets «dans le panneau», si c'est un piège encore une fois, ne pas, laisser, le cerveau se dire: «Ah et c'est une bonne affaire, je prends tout de suite». Bah, prendre le temps. Prendre le temps d'aller chercher, le même modèle de vélo sur d'autres sites internet, voir s'ils sont au même tarif ou s'ils sont bien 1 200 €, par exemple. C'est-à-dire prendre le temps de prendre la décision et ne pas prendre la décision tout de suite. Deuxièmement, aller récupérer ou en tout cas faire plus attention aux informations qui remontent. C'est-à-dire ne pas prendre pour argent comptant l'information de se dire: «Hey, c'est une bonne affaire, c'est moins 30, je prends». Non, vérifier sur quelle information on se base. Là, on n'a aucune information. Dans mon exemple sur le site, vous avez juste le site qui vous donne une information, mais vous avez aucun élément qui peut vous dire
que cette information, elle est juste, elle est véridique ou pas. Et donc, du coup, en vous posant la question de sur quoi je me base exactement pour prendre cette décision, bah là, vous allez vous dire, ouais, je me base sur une information qui est donnée par un seul site, par une seule source. Et donc, pour éviter les biais, le meilleur moyen au moment de prendre une décision, c'est d'essayer d'augmenter le nombre de sources d'informations. Et quand je dis au moyen de prendre la décision, j'irai même plus loin en fait. Le meilleur moyen de diminuer les biais cognitifs, c'est de pouvoir assouplir notre prédiction du monde, de pouvoir assouplir notre construction du monde en se confrontant régulièrement à des informations qui vont des fois à l'encontre de nos croyances. C'est-à-dire passer outre le biais de confirmation, par exemple sur le coup de la Terre plate, si vous êtes persuadé que la Terre est plate, OK, mais renseignez-vous aussi sur quelles sont les démonstrations, les arguments qui pourraient prouver que la Terre est cubique, qui pourraient, prouver que la Terre est ronde, qui pourraient prouver que la Terre est et comme ça, au fur et à mesure, en fait, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui vont pas vous parler. Peut-être que ça va renforcer votre croyance et que ça va renforcer, votre construction du monde ou peut-être que ça va la modifier légèrement et vous permettre, en tout cas, d'être plus assuré que les arguments que vous utilisez, vous connaissez déjà les contre-arguments qui vont autour. Et donc là, on parle d'arguments, on parle de faits, on parle de faits objectifs, on parle de données et on parle pas de construction interne, on parle pas de choses qui sont, comment dire? Très internes. Je me répète, je m'excuse, mais on va pas parler, de choses personnelles ou subjectives, on parle vraiment de choses objectives pour le coup. Comme je vous le disais, en fait, on voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le construit au fil du temps. En fait. Les biais, c'est simplement des moments où l'écart entre notre construction mentale et la réalité peut devenir problématique. Nos biais cognitifs, comme je disais, c'est pas des bugs du système, c'est pas des faiblesses, intellectuelles, parce que souvent on parle aussi de signes de faiblesse intellectuelle, il faut être plus rationnel. On n'est pas des êtres rationnels de base, de toute façon, ou en tout cas pas comme on l'entend. Heu, c'est les biais, c'est juste en fait le prix que notre cerveau il paye pour nous permettre de naviguer en fait dans un espèce de monde complexe bourré d'informations, sans imploser sous le poids des informations. J'espère que ça a été assez clair pour vous aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que l'information était plutôt pas mal. Merci à celles et ceux qui ont posé des questions. Merci d'avoir suivi ce direct, sur Onde Mentale. Si cet épisode vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à le partager, laissez un commentaire ou une note 5 étoiles, ça aidera grandement sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Évidemment, abonnez-vous sur Twitch, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour ne louper aucun épisode. C'est la fin de ce live. Vous retrouvez le replay d'ici quelques heures, encore une fois sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Et on se retrouve vendredi à 12h15 pile pour continuer l'exploration mentale. D'ici là, restez curieux et méfiez-vous de vos évidences. Bon après-midi à tous!